Bonjour à tous, nous allons démarrer cet atelier. Bienvenue, merci d'être avec nous pour cet atelier des 29e rencontres de l'AMRAE. Je me présente, je suis Stéphanie Canino, responsable de la gestion des risques chez Eramet, qui est un groupe français minier et métallurgique. Et je suis également membre de la commission ERM 360 de l'AMRAE, plus spécifiquement au sein du bureau en charge des sujets RSE, veille réglementaire et évolution des référentiels. Et j'anime un groupe de travail de risk manager sur les risques climatiques, avec d'ailleurs des membres qui sont dans la salle et que je salue. Nous espérons pouvoir vous partager les résultats et les conclusions de nos travaux dans les tout prochains mois. Alors notre atelier aujourd'hui, il est consacré au risque climatique. Hier, dans son discours d'introduction, d'ouverture des rencontres, Oliver Wild nous a rappelé la place centrale qu'occupe le risque climat avec le risque cyber dans la constellation des risques. Il occupe même la première place du Risk Report, Global Risk Report du World Economic Forum de Davos. Les experts du GIEC nous alertent depuis longtemps et les effets du changement climatique sont déjà là. Quelques exemples pour l'illustrer. Hier, dans un article des Échos, Cécile Desjardins faisait référence à une étude de Swiss Re qui indiquait que les 10 plus importantes catastrophes naturelles en 2021 ont généré 254 milliards de dollars de dégâts, en hausse de 24% par rapport à 2020. Vous le savez sans doute, aussi l'Indonésie a décidé de déménager sa capitale sur l'île de Bornéo, Jakarta étant déjà partiellement sous les eaux. Et ce qui concerne demain, eh bien, c'est Yann Arthus Bertrand qui nous en parlait en plénière hier. En cas de fonte totale du Groenland à cause du réchauffement climatique, on aurait une élévation du niveau des océans de 7 mètres. Donc vous voyez bien que les impacts, ils sont colossaux. Alors pour prendre la température et voir où en étaient les risques managers sur le sujet, l'AMRAE a proposé tout récemment, en partenariat avec AXA Climate, un baromètre de l'engagement pour le climat. Et il en ressort que 43% des risques managers interrogés ont indiqué que leur entreprise n'était pas encore dotée d'une gouvernance des risques climatiques. Et dans ce contexte, et c'est l'objet de notre atelier, comment sensibiliser, coordonner la gestion du risque climatique dans l'entreprise. Alors, j'essaye de passer la slide suivante, mais là, ça ne fonctionne pas. Non, là, j'ai un problème pour passer les diapos. Excusez-moi, j'essaye de... Non, ça ne veut pas défiler. Je ne sais pas si dans les coulisses, les experts de la technique peuvent nous donner un coup de main, parce que si on ne peut pas vous dérouler notre présentation, ça va quand même être un problème. Bon, bah écoutez, en attendant que ce problème soit réglé, je vais présenter les intervenants qui sont à mes côtés aujourd'hui. Alors, 2 sont avec nous, Cyril et Raphaël, et nous avons aussi Hélène Auriol-Potier qui, elle, est sur est à distance. Merci. Alors, Cyril Koutsef, bonjour. Alors Cyril, elle est directrice du management des risques de la SNCF, après avoir occupé de nombreuses fonctions de management opérationnel dans l'entreprise, à la SNCF. Et puis, donc elle va dans une première partie, elle va nous exposer comment la SNCF gère les risques climatiques. D'un côté, effectivement, elle subit déjà les conséquences des aléas climatiques qui augmentent, mais en même temps, et ce qui était intéressant avec l'exemple de la SNCF, c'est qu'elle est aussi
une partie de la solution avec le développement du train pour aller vers une économie bas carbone. Ensuite, nous sommes accompagnés de Raphaël Papin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël est ingénieur de prévention et expert changement climatique chez HDI. Et surtout, il a été à l'initiative du partenariat conclu entre HDI et le cabinet Carbone 4, spécialisé dans le climat, et qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, qu'on ne présente plus. Et ce partenariat, il porte sur le développement de la méthodologie OCARA, qui a pour but d'accompagner les entreprises dans l'évaluation du risque climat. Je crois que c'est une méthode qui a été portée d'ailleurs par Jean-Marc Jancovici lui-même, et Raphaël nous en touchera un mot. Enfin, nous avons à distance Hélène Auriol-Petit. Bonjour Hélène, je ne sais pas si on peut vous avoir à l'écran. Voilà, super. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors Hélène, vous êtes administratrice indépendante. Vous siégez à de nombreux conseils, dont Safran. Et puis également, vous êtes copilote de la du club ESG de l'Institut français des administrateurs. Et nous aborderons avec vous en troisième partie le positionnement des conseils d'administration et vous nous partagerez les bonnes pratiques issues de votre expérience d'administratrice et aussi des travaux que vous avez pu conduire avec l'IFA sur le sujet. Alors juste avant de passer la parole, je vous indique que notre atelier se déroulera en 2 temps. D'abord l'intervention de nos experts, puis à la fin on gardera un temps pour les questions. Merci beaucoup. Cyril, la parole est à toi. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui aux rencontres de l'AMRAE pour partager l'expérience du groupe SNCF en matière de risque climatique, risque majeur s'il en est un et s'il est besoin de le rappeler. Je vais commencer par quelques chiffres très rapidement sur le groupe SNCF. C'est en 2020 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 km de lignes, 3 000 gares, 8,2 millions de mètres carrés de bâtiments, 271 000 collaborateurs. Et nous sommes présents dans 120 pays. 3 principaux métiers, le transport de voyageurs que vous connaissez tous via TGV, Intercité, TER, Transilien, Eurostar, Thalys, Ouigo, du transport de marchandises, le fret ferroviaire, mais aussi notre filiale Géodis, transport et logistique. Et enfin, le 3e métier, la gestion d'actifs avec SNCF Réseau, Gares et Connexions, chargé des gares, et SNCF Immobilier. Alors, 2 mots de pédagogie d'abord sur le réchauffement climatique. On voit tout ce que c'est, mais après, quand il faut aller dans le détail, c'est parfois un peu plus obscur. Donc, excusez-moi si je répète des choses que vous connaissez déjà. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène global de transformation du climat, caractérisé par une augmentation des températures moyennes. Et cette augmentation des températures moyennes, elle est liée à la concentration des gaz à effet de serre. Essentiellement le CO2, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote. Ce qui est important à retenir, c'est que ces gaz à effet de serre ont une durée de vie assez longue. Donc, ce que nous vivons maintenant et ce que nous vivrons dans 10 ans, 20 ans, 30 ans est déjà écrit par nos émissions passées. Donc, ce que nous allons faire maintenant ne se verra que dans un futur que nous verrons, ou peut-être pas, enfin en tous les cas que nos enfants verront certainement. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'on peut changer les choses à partir de 2030, 2040, 2050. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est dans un futur proche.
Ce que je vous présente là, ce sont les scénarios prospectifs issus du rapport du GIEC de 2021. Ces scénarios, ce qui est intéressant à retenir, c'est le point de référence est 1850, donc l'ère industrielle. Depuis ce moment-là, on a déjà gagné environ 1,2 degré de température moyenne. Vous voyez dans le cercle, c'est le fait que pendant plusieurs années, quel que soit le scénario adopté, il y a une inertie du système qui fera que la température s'élèvera quoi qu'on fasse. Même si on arrêtait toutes les émissions de CO2 aujourd'hui, la température va commencer à augmenter. Et vous voyez les différents scénarios du plus frugal au plus consommateur d'énergie fossile. En France, l'impact du changement climatique, comme l'a dit Stéphanie, se voit déjà. On a 3 fois plus, on a eu ces 30 dernières années 3 fois plus de vagues de chaleur que les 40 années précédentes. Un chiffre un peu marquant, par exemple, les vendanges ont augmenté en moyenne, enfin, sont avancées en moyenne de 18 jours en France par rapport à il y a 20 ans. Donc, ce qui est également important de souligner, c'est, on peut se dire 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Bon, finalement, est-ce que ça change beaucoup les choses? Une image intéressante, c'est la fièvre. Quand vous avez 37,2 ou 39,2, c'est que 2 degrés, mais l'équilibre général, l'état de fébrilité du corps et la réaction du système est tout à fait différente. Donc effectivement, on parle de scénarios de 1, 2, 5, même 8 parfois, mais la chaleur moyenne va augmenter et surtout, les événements extrêmes vont se multiplier. Donc le réchauffement climatique, ce n'est pas des événements nouveaux qu'on n'aurait jamais connus, c'est des événements qu'on connaît déjà maintenant, mais qui vont se multiplier et dont, Risk Manager, nous on aime bien ça, la fréquence va augmenter. La fréquence et l'intensité. Donc pour résumer, avant, le réchauffement climatique, il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était loin, hein, c'était au pôle Nord, c'était un ours, donc ça touchait pas les humains, ça touchait les animaux, c'était dans longtemps. Désormais, on a pris conscience du fait que non, c'est les hommes en France et dans pas si longtemps. Ça, ce sont des simulations d'épisodes de forte chaleur en 2050 et en 2100, il y a encore des hypothèses supérieures avec des 52 degrés à Paris. Voilà, on sait tous que 52 degrés, que ce soit à Paris ou à Nîmes, c'est pas vivable dans notre monde actuel. Donc, les risques liés au changement climatique sont de 3 ordres. D'abord, le risque physique, hein, c'est le risque classique sur nos installations physiques. Raphaël en parlera plus en détail. Le risque de transition, comment on passe vers une économie bas carbone. D'une part, pour répondre à la réglementation croissante en la matière, et d'autre part, tout simplement pour s'inscrire dans un futur vivable, dans un monde qui est fini. Juste pour avoir une petite notion des enjeux, actuellement en France, on consomme en moyenne par Français 10 tonnes de CO2. Je ne sais pas si vous savez, pour atteindre le scénario 1.5, combien on devrait consommer, c'est 2 tonnes, donc x 5. Pour illustrer, un aller-retour en avion Paris-New York, c'est 1,8 tonne. Un logement avec un chauffage classé E, c'est 2 tonnes. Manger de la viande tous les jours, c'est 2 tonnes. 10 000 km par an avec une petite voiture, c'est 2 tonnes 1. Donc ça donne une idée de l'échelle qui n'est pas à monter une petite marche, hein, mais qui est quand même une grande falaise. Et à noter une chose intéressante, risque physique, risque de transition, ce sont des risques qui évoluent en sens inverse.
Si on transitionne très rapidement, avec donc un risque de transition fort, des impacts sociaux, économiques majeurs, on garantit le risque physique à long terme. En revanche, si on transitionne lentement, le risque physique à court et moyen terme sera plus fort. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on arrive à équilibrer ces deux types de risques. Et enfin, un risque émergent, un risque de responsabilité, c'est comment notre responsabilité d'entreprise peut être engagée sur ces sujets-là. Hélène en parlera, mais la loi Pacte en la matière est assez éclairante. Pour illustrer, vous connaissez sûrement tous l'affaire du siècle, où l'État français est sommé par la justice de prendre, je cite, toutes les mesures utiles pour réparer d'ici fin 2022 le préjudice écologique causé par le dépassement des budgets carbone entre 2015 et 2018. Donc bon, on verra vers quoi et quel type de condamnation aura l'État, mais on sent poindre très fortement ce risque-là. Et enfin, pour finir sur ces risques, nous sommes sur des échelles de temps en fonction des interlocuteurs assez différentes. Les scientifiques vont évaluer des risques à très long terme, 50 ans, 100 ans, voire 200 ans. Les entreprises vont plutôt réfléchir à 5-10 ans. On a des investisseurs qui se positionnent autour d'une dizaine d'années. Les assureurs évaluent les primes d'assurance en fonction d'éléments passés les 3 dernières années. Et pour les entreprises cotées, le cours de la bourse réagit instantanément en fonction des résultats. Donc pour résumer, le risque climatique est vraiment un risque systémique qui arrivera à moyen terme avec un impact critique, une probabilité forte de survenance. Et c'est un risque qui va vraiment remettre en cause tous les modèles économiques de toutes les entreprises et qui, très certainement, ne permettra pas d'assurer la pérennité à une échéance moyenne, voire courte, de certaines activités que nous réalisons aujourd'hui. Donc, pour revenir sur la SNCF, le risque physique, bon, voilà, vous le voyez facilement illustré. La photo en haut à droite, c'est 2016, des inondations en Île-de-France. Et ça, ce sont les voies du RERC. Donc voilà, on voit tout de suite quel impact de dégradation de notre infrastructure, de pérennité même de nos infrastructures et d'impact sur les territoires que peut avoir le risque physique. Mais c'est aussi un risque sur la qualité de notre production. On a à peu près 12% de ce qu'on appelle les minutes perdues, donc c'est le nombre de minutes de retard, qui sont déjà directement pour cause les intempéries. Donc c'est une part qui est croissante par rapport aux années précédentes. Ça impacte pour nous, on a comme conséquence des suppressions de trains, donc une qualité de service moindre et une baisse de chiffre d'affaires. Nos matériels roulants, c'est-à-dire nos trains, sont aussi touchés par ces évolutions climatiques avec plus de vent, plus d'humidité, le chaud, le froid. Nos installations n'aiment pas les températures extrêmes, que ce soit chaud ou froid. Et en France comme à l'international. Donc l'enjeu pour nous de ces risques physiques, c'est de préserver notre niveau de service et d'assurer la continuité d'activité pour une activité essentielle comme le transport ferroviaire. Sur les risques de transition, nous allons progressivement, comme je l'évoquais sur les infrastructures, vers une infrastructure plus résiliente, avec en conception des marges de sécurité augmentées. Nous dimensionnons nos voies pour englober de façon plus large ces variations importantes de température ou d'humidité.
Ce risque de transition nous fait investir plus sur la surveillance, renforcer la surveillance. On a 50 ingénieurs, rien qu'au niveau national, qui sont dédiés à la surveillance et à la maintenance de nos ouvrages d'art. Pour illustrer, en Île-de-France, la gare de Créteil-Pompadour, nous avons mis en place un nouveau quai sur pilotis pour prendre en compte le risque hydraulique qui a lieu dans le secteur. Et bien sûr, avec des coûts qui sont plus importants que ceux qu'on avait initialement. Le décret tertiaire, pour nous, a un impact sur le bâti. Comme je disais en introduction, on a 8,2 millions de bâtiments tertiaires, donc avec un objectif en 2030 de réduction de 40% des émissions. C'est aussi très significatif. Et le dernier point pour illustrer les risques de transition au sein du groupe, résumé du diesel à l'hydrogène. Alors, il n'y a pas que l'hydrogène, mais 60% seulement de nos lignes sont électrifiées. Donc, on a 40% de lignes qui ne sont pas électrifiées, donc on ne peut pas utiliser l'électricité. Alors, des lignes avec un trafic moindre. Néanmoins, ça représente à peu près 60% de nos émissions, le diesel. Donc, par exemple, sur le TER, on se lance dans l'achat de rames auprès d'Alstom par les régions à hydrogène, mais aussi on teste des trains à batterie, des trains hybrides, l'utilisation de biocarburants ou de biogaz. On forme nos conducteurs à l'éco-conduite pour consommer moins. Alors, le traitement de ces risques, c'est assez classique. Changement climatique, c'est d'abord l'anticipation, puisqu'on ne voit pas tout de suite, enfin, on a déjà des éléments, mais pas complètement frontaux tout de suite. Donc, c'est mesurer, connaître sa vulnérabilité au changement climatique. Nous, on a un réseau très étendu, donc on ne maîtrise pas encore l'ensemble de nos vulnérabilités. On priorise des axes. Par exemple, on fait une étude sur l'axe Seine, Paris-Le Havre, cofinancée par la région Normandie, pour diagnostiquer nos risques physiques et notre stratégie d'adaptation. Mesurer ces émissions directes ou indirectes. Scope 1, émissions directes, scope 2, émissions directes, plus les émissions liées aux consommations énergétiques, scope 3, les émissions indirectes. Donc c'est aussi un gros travail. Et puis enfin, mesurer les conséquences économiques du changement climatique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, ça coûte plus cher. Définir des priorités et des objectifs. Nous, on a une priorité de réduction de 30% de nos émissions en 2030. Et puis aussi, on a un objectif de doublement de nos trafics d'ici 10 ans. Établir la trajectoire et bien sûr suivre la performance. Une bonne pratique, c'est d'avoir une idée, de faire tourner des scénarios prospectifs pour se dire, ben voilà, à 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passerait si telle réalité physique arrivait. Par exemple, nous, on commence à réfléchir, à se dire, ben, si un jour, il n'y a plus de neige à la montagne, les gens ne partiront plus au ski et prendront plus le train pour aller au ski, ou iront moins passer leurs vacances sur l'arc méditerranéen parce qu'il y fera trop chaud. Donc voilà, on réfléchit sur ces sujets. Comme le disait tout à l'heure Stéphanie en introduction, le changement climatique, c'est un risque, mais c'est aussi, pour une société comme la mienne, une opportunité, puisque le groupe SNCF fait partie des solutions. Puisque, comme vous voyez dans le graphique qui illustre donc le graphique de l'ADEME en termes d'émissions, un TGV, c'est plus de 140 fois moins d'émissions qu'un avion, 115 fois de moins qu'une voiture thermique, et c'est encore quand même 10 fois moins qu'une voiture électrique. Donc voilà, le train, c'est vraiment une partie importante de la solution, donc qui nous permet de développer notre business, avec plus de trains, plus de clients, des lignes réouvertes. Par exemple, on refait circuler davantage de trains de nuit. C'est une opportunité aussi financière, puisque une entreprise comme la nôtre a
des notations extra-financières extrêmement favorables, une source de financement. On est émetteur de green bond. En 2020, on a émis 1,5 milliard de green bond. Et c'est aussi une opportunité RH dans un monde où voilà, on a du mal à attirer les talents. On fait partie de ces métiers qui peuvent attirer les jeunes qui sont en recherche de sens et d'être dans des entreprises fortement contributrices à la transition. Alors, quelle gouvernance pour le risque climatique? Une gouvernance d'abord au plus haut niveau de l'entreprise. Il faut vraiment que les directions générales et les conseils d'administration soient embarqués. Nous, on a au niveau de la direction générale un comité de l'adaptation au changement climatique. On a partagé avec les parties prenantes, clients, associations, élus, salariés, fournisseurs, etc. On a mis en place un comité national des parties prenantes l'année dernière. Solliciter les organismes experts, que ce soit Météo France, les sociétés de conseil, pour avoir des informations. Travailler avec les territoires. Nous, on travaille beaucoup avec les régions, les collectivités territoriales, puisque c'est vraiment un risque système. Sensibiliser et former nos collaborateurs. Nous avons mis en place des e-learning sur la RSE qui ont été déjà suivis par plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Le risque manager dans tout ça, alors comme je le proposais, c'est à la fois un éveilleur de conscience pour les sociétés qui n'auraient pas pris en compte ces risques-là, mais aussi un lanceur d'alerte, dans le sens faut aller vite. Mais c'est surtout en fait le garant de la transversalité. La problématique de ce risque-là, c'est des fois des travails en silo. Tout le monde a des bonnes initiatives à plein d'endroits, mais pas forcément coordonnées. Donc vraiment, à retenir, le risque management, de ce point de vue-là, peut garantir un assemblage de toutes les initiatives et une bonne mesure de l'impact du risque au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Cyril pour cette big picture du sujet et le partage d'expériences de la SNCF. Nous allons maintenant faire un focus sur les impacts physiques du changement climatique avec l'intervention de Raphaël Papin. Merci Stéphanie, merci Cyril pour cette présentation. Je suis, comme l'a dit Stéphanie, ingénieur dans la société HDI Global. C'est un assureur mutualiste allemand créé en 1900 avec une présence en France depuis 20 ans qui appartient donc au groupe financier Talanx. Et donc je vais vous parler pendant ma partie de présentation uniquement du risque physique du changement climatique en écartant volontairement la partie transition et responsabilité. C'est déjà un vaste sujet. C'est le risque physique. Les assureurs y sont bien sûr très exposés puisqu'on cumule les expositions de nos différents clients. On est donc à la fois exposé et on est à la fois une clé dans le conseil qu'on peut apporter à nos clients, dans le recueil des retours d'expériences sinistres pour lutter contre ce changement climatique. Donc je vous parlerai dans ma présentation du fait que c'est un risque qui est beaucoup plus complexe que ce qui est généralement admis et qui est, d'après ce que j'ai pu voir en travaillant depuis plusieurs années sur le sujet, pour l'instant largement sous-évalué par de nombreuses parties. Donc je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et enfin, je vous expliquerai qu'est-ce que vous faites déjà en tant que risk manager ou en tant qu'éventuellement assureur pour travailler sur comment vous travaillez déjà sur le sujet, parfois sans le savoir. Ce que l'assurance peut vous apporter. Je proposerai à la fin un plan d'action un peu à l'image de ce qu'a proposé Cyril. Voilà. Je pense qu'en introduction, je vais vous proposer un film du CNRS qui résume bien qu'est-ce que peut être l'impact physique avec quelques répétitions, mais la pédagogie, c'est la répétition de ce qu'a pu expliquer Cyril et synthétiser dans cette courte vidéo.
Le climat terrestre n'a jamais été stable. Il évolue naturellement depuis des millénaires. Longtemps imperceptible à l'échelle humaine, le réchauffement climatique actuel est inédit par son amplitude et sa rapidité. D'année en année, nous ressentons ses effets sur notre quotidien. Une accélération sans précédent du changement climatique est en marche depuis la fin du XXe siècle et se poursuivra probablement jusqu'en 2050. Nous savons que le réchauffement significatif de la température terrestre est une conséquence directe des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, notamment l'industrie, les transports et l'agriculture. Nous ne pouvons plus agir sur les émissions de gaz du passé qui ont provoqué le dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Mais en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, nous pouvons encore influencer positivement le climat terrestre. C'est tout l'enjeu des mesures prises par les nations du monde entier suite aux accords de Paris pour atténuer les effets du changement climatique et stabiliser la courbe du réchauffement planétaire en dessous de plus 2 degrés, au lieu de dépasser les plus 4 degrés si nous n'agissons pas collectivement dès aujourd'hui. En attendant, au rythme actuel, les grandes lignes du scénario climatique qui nous attend pour 2050 sont déjà tracées. Le changement climatique est un phénomène planétaire qui n'est pas homogène, et ses effets ne sont pas identiques dans toutes les régions du globe. C'est pourquoi les chercheurs en climatologie développent actuellement des méthodes et des modèles ciblés pour élaborer des projections fines et localisées sur des zones spécifiques du monde. Grâce à ces données, nous pouvons imaginer comment le climat va remodeler le cadre de vie, les paysages et la géographie de l'Europe en 2050 pour mieux anticiper notre adaptation au changement climatique à venir. L'Europe continentale se réchauffe davantage que la moyenne du globe. Cela veut dire, par exemple, que l'été 2050 sera toujours chaud et même torride pour les estivants du bassin méditerranéen. Car au sud de l'Europe, en été, on s'attend à un réchauffement plus important qu'ailleurs, avec 1 degré de plus que le réchauffement global. Dans la zone méridionale, la diminution des précipitations et l'amplification du phénomène d'évaporation vont accélérer l'assèchement progressif des sols. En contrepartie, l'augmentation du rayonnement solaire en surface pourrait favoriser la production d'énergie solaire. Si de manière générale, le climat méditerranéen tend à s'assécher, la région pourrait connaître des épisodes de pluie automnale plus violents. Toute l'Europe sera soumise à des vagues de chaleur plus longues et les canicules exceptionnelles comme celle de l'année 2003 seront de plus en plus courantes en 2050. L'Andalousie, par exemple, pourrait connaître en été plus de 20 jours au-dessus de 40 degrés. Même les régions plus au nord, comme en Allemagne, pourraient connaître plusieurs jours par an à plus de 35 degrés. L'hiver, c'est au nord-est de l'Europe que le réchauffement se fera le plus ressentir. En plaine, les jours de gel vont diminuer et la période d'enneigement se raccourcir. La réduction de la couverture neigeuse associée au réchauffement de la région arctique font de cette zone septentrionale de l'Europe un hotspot du réchauffement terrestre. Le changement climatique est plus rapide en montagne que dans les plaines avoisinantes, et c'est en altitude que le réchauffement se fera le plus ressentir. Les sports d'hiver vont se réinventer dans les massifs situés en dessous de 1500 mètres d'altitude, où la neige sera de plus en plus rare. Et côté pluie, on peut s'attendre à des épisodes plus intenses et plus fréquents qui pourraient renforcer les phénomènes d'inondation dans certaines régions. À l'échelle du continent, l'évolution des précipitations sera très contrastée avec au nord davantage de pluie en hiver et moins de pluie en été au sud, révélant une zone de transition incertaine qui coupe l'Europe en deux. Le climat de nos villes va changer, accentué par le phénomène d'îlots de chaleur urbain où la température est déjà plus élevée qu'à la campagne. Les métropoles européennes connaîtront un véritable chamboulement climatique au cours du siècle. Il faut imaginer le climat londonien en 2050 équivalent à celui connu à Barcelone autour des années 2000 et les Parisiens vivant sous le climat stambouliote. Un tel bouleversement de la carte climatique de l'Europe interroge notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car les prochaines décennies auront une influence décisive sur la stabilisation du climat à venir. Alors, en attendant le résultat des réductions des émissions de gaz à effet de serre engagées à l'échelle de la planète,
les Européens, comme les habitants des autres régions du monde, devront adapter localement leur mode de vie face au changement climatique. Et les projections élaborées par les scientifiques à l'horizon 2050 sont précieuses pour éclairer les stratégies d'adaptation des sociétés humaines et construire notre avenir proche. Voilà, donc c'était un résumé, je pense que c'est toujours intéressant, comme Cyril l'a fait, pour chacune de ces présentations, de recommencer par la science. Donc si vous avez quelques points à retenir, et j'espère que c'était clair dans cette présentation, c'est que quoi qu'on fasse, on va devoir s'adapter à un minimum de conséquences du changement climatique, que ce minimum, il sera très certainement autour de 2 degrés, quelles que soient les actions pour baisser nos émissions actuellement. Ça se traduit, comme l'a montré Cyril également tout à l'heure, ou comme vous l'avez vu dans le schéma, par le fait que quelles que soient les courbes d'émissions du GIEC, qu'on aille de la plus faible à 2,6 ou la plus forte à 8,5, on a une trajectoire climatique qui est la même jusqu'en 2030 et qui s'éloigne assez peu en 2050. Et donc, il va falloir s'adapter. Qu'est-ce que ça peut donner en termes assurantiels ? Une des études les plus intéressantes qui a été réalisée sur le sujet, pour le moment, enfin les plus globales, c'est celle qu'a réalisée la CPR Banque de France en 2021, le premier stress test climatique français. Les conséquences les conclusions de ce stress test sont déjà relativement inquiétantes, pas pour des gens qui ont l'habitude de travailler sur le climat, mais peut-être plus pour les organismes financiers. Donc le fait qu'on ait une augmentation des événements climatiques extrêmes, c'est une certitude. Qu'on ait des questions sur l'assurabilité, une implication éventuelle pour les politiques publiques, des impacts sur la mortalité. Une multiplication par 5 ou 6 des sinistres climatiques dans certains départements français, et des primes qui pourraient être multipliées par 2 en gardant S sur P constant à l'horizon 2050. Donc ces conclusions, elles sont déjà relativement alarmantes pour le secteur de l'assurance, et pourtant elles sont très partielles. C'est le premier exercice, donc la CPR Banque de France a collecté un certain nombre de données sur le risque transitionnel et physique des organismes bancaires et assurantiels, mais c'était déclaratif pour ces organismes, c'était un exercice pilote. Il y avait de nombreuses questions méthodologiques qui étaient posées et qui sont en conclusion du rapport si on le lit en détail. Il y a aussi un sujet des horizons de temps sur lesquels on demande aux organismes bancaires et assurantiels de travailler, parce que là on leur demande de se projeter sur 20 ou 30 ans, ce qu'on ne fait pas sur les autres stress tests. Il n'y a pas non plus, les stress tests européens impliquent une baisse ponctuelle du PIB, une récession, ce qui n'a pas été le cas dans ce stress test. Et le Covid nous a bien montré que sur certains événements majeurs, on pouvait avoir une récession. Mais c'est pas la Banque de France ACPR a des conclusions qui peuvent paraître inquiétantes. C'est un exercice pilote et je vais vous expliquer pourquoi les conclusions sont très partielles. Le phénomène du changement climatique, il est bien plus complexe que juste un impact sur des inondations, des tempêtes et des sécheresses. Ce qui est rarement inclus dans les modèles, dans les phénomènes, dans les analyses que peuvent faire les sociétés d'assurance même, c'est l'interdépendance, les carences clients et fournisseurs, tout l'impact sur la supply chain dont on parle quand même beaucoup sur les événements climatiques est difficilement modélisable et donc difficilement projetable. Donc il faut faire très attention sur les scénarios et les projections. Les pertes d'accès à la ressource naturelle, le fait que si le changement climatique nous prive de certaines ressources naturelles, on ne parle pas de baisse de quelques pourcents, mais de l'impossibilité ou de l'arrêt de certaines activités. Les effets de seuil, la non-linéarité et les signes noirs sont également très peu pris en compte dans les études et les projections. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet de seuil ? Comme l'a dit Cyril, l'exemple de la fièvre est très bon, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes conséquences sur votre corps. Entre 37 et 39, vous restez au lit. Par contre, entre 40 et 42, c'est la différence entre être malade et être mort, en fait. Donc, votre entreprise, elle peut très bien avoir résisté à la vague de chaleur jusqu'à 42 degrés à Paris, mais ce n'est pas pour ça qu'à 45 degrés, toutes vos activités ne vont pas s'arrêter. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à projeter. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des études de détail. Je vous en parlerai après.
Et donc, effet de seuil, non-linéarité, c'est un peu ce que je traduis ici. Et signe noir, la vague de froid au Texas, qui était, d'après les scientifiques, 300% de fois plus probable, celle qui a connu le Texas en 2021, on a vu des effets de différents problèmes qui se sont cumulés, des pertes d'utilité comme le réseau électrique, des gels de canalisation d'eau, des arrêts d'approvisionnement. Et quand on a ces trois phénomènes qui arrivent ensemble, on peut avoir des effets qui sont beaucoup plus importants que ce qui était envisagé initialement. Ce qu'on n'inclut pas non plus, c'est l'ensemble des fois des phénomènes. Par exemple, la grêle, il y a encore des études qui sont nécessaires pour vraiment savoir comment est-ce qu'on sera impacté par la grêle, comment le changement climatique impactera la grêle, mais les feux de forêt, après je vous parlerai des océans également, en fait, tout l'impact sur l'océan. Donc il y a la menace, elle est protéiforme et elle est difficilement cernable. Tous les phénomènes progressifs également, le fait qu'il fasse plus chaud de manière graduelle, plus humide de manière graduelle, comment est-ce qu'on mesure ça? Donc ça, c'est pas forcément un impact assurantiel parce que c'est difficilement couvert dans les polices d'assurance classiques, mais c'est pas pour ça que ça n'a pas un impact sur éventuellement votre activité. Le personnel travaillant à l'extérieur, les troubles civils. Donc on en parle très rapidement, mais c'est peut-être un des impacts les plus importants liés au stress hydrique et stress alimentaire. Si vous voulez un exemple de ça, le printemps arabe a eu lieu en 2010-2011 et le bassin méditerranéen a connu 3 années de stress hydrique qui étaient rendues plus probables à cause du changement climatique. Donc ça a déjà un impact sur des mouvements de population et des troubles civils. Voilà. Certaines pandémies ou maladies, donc par exemple l'étude de la CPR reprend les maladies vectorielles, mais pas toutes les maladies, pas ce qui pourrait se dégager du permafrost s'ils font. Il y a une très grande complexité et beaucoup d'études à mener aussi sur ce sujet, sur l'impact. Du point de vue de l'assurance, il y a aussi quelque chose qu'on devrait faire actuellement, c'est regarder la science et pas uniquement les projections du GIEC, qui sont déjà difficilement intégrables parce qu'elles sont complexes, comme je le disais, mais il y a aujourd'hui, un assureur, quand il vous assure, il fait toujours un scénario maximum possible. Donc qu'est-ce qui peut arriver de pire sur un site industriel donné où il fait des scénarios de cumul et il regarde qu'est-ce qui peut arriver dans un cas sur 100, un cas sur 1000. Aujourd'hui, ce travail-là, il ne me semble pas qu'il soit fait au niveau interprofessionnel. On ne regarde pas les papiers qui sortent et qui pourraient, avec une faible probabilité, mais de fortes conséquences, avoir un impact sur les phénomènes naturels. Je vous ai donné 2 exemples, à la fois la fonte des glaces en Antarctique, qui pourrait aller plus vite que ce qu'on pense, en fait. Et au lieu d'1 mètre d'eau, comme c'est projeté actuellement en 2100 en plus dans l'océan, on pourrait avoir, juste avec la fonte de l'Antarctique, 1 mètre supplémentaire, pour simplifier. Récemment, dans l'actualité, vous avez peut-être pu voir passer quelques dossiers sur le glacier de l'Apocalypse, un glacier qui était surveillé par les scientifiques et qui pourrait se décrocher dans les 5 prochaines années et générer à lui seul 65 cm d'eau supplémentaire. Hier, Yann Arthur Bertrand vous a parlé du Groenland. On a passé le tilting point, le point de basculement pour la réchauffe la fonte globale du Groenland, qui pourrait générer 7 mètres d'eau à terme. Donc là, c'est sur des échéances de temps longs. On a aussi des phénomènes comme l'affaiblissement du Gulf Stream, qui ne sont pas aujourd'hui totalement intégrés dans les études du GIEC. Mais il y a des événements récents qui montrent que le Gulf Stream a pu s'affaiblir, masquer une partie du réchauffement climatique en Europe et en aggraver les conséquences, même à moyen terme. Donc il faudrait que l'assurance ait un point de vue sur ces différents documents scientifiques, se réunissent pour en parler. Et donc c'est un appel également à toute la concurrence pour travailler sur le sujet. Voilà. Souvent, quand on parle de réchauffement climatique, on pense aux impacts sur la police dommages, en se disant qu'on va avoir plus d'inondations, plus d'inondations, plus de tempêtes, plus de sécheresse. Ça, c'est une évidence.
Aujourd'hui, les scientifiques réfléchissent à la création d'une 6e échelle à Saffir-Simpson pour les ouragans qui sont en préparation dans le golfe du Mexique et qui impactent les États-Unis principalement, mais pas uniquement. Mais on a une très grande variété, comme je vous le dis depuis le début de ma présentation, de types de sinistres qu'il faut envisager. Par exemple, la non-navigabilité du Rhin. Nous, en tant qu'assureur mutualiste allemand, on a déjà été impacté par ce phénomène. Le Rhin a été rendu non navigable en 2015, 2018, 2019. Ça a un impact sur les polices transport, sur la PE sans dommage, ça a arrêté des usines dans la région. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en haut à droite, là, j'ai fait apparaître une carte dans un monde à plus 4 degrés, donc c'est au-delà de 2050 quoi qu'il arrive. Et vous voyez en rouge les zones où on ne pourra pas être en extérieur toute l'année en fait. Et en jaune, les zones où on ne pourra pas être en extérieur, enfin l'être humain a des conditions d'hygrométrie et de température où il ne pourra pas se tenir en extérieur plus de 100 jours par an. Avant d'arriver à cette situation, on imagine que les conditions de travail en extérieur des ouvriers, que les troubles civils, on aura des problèmes sur ces sujets. Je voulais partager aussi avec vous, pour vous donner une idée globale de l'impact physique, ces cartes européennes de l'Agence européenne de l'environnement, qui montrent donc vous avez à gauche un monde à 1,5 degré, un monde qui est très probable dans les 5 prochaines années d'après le GIEC. Et dans ce monde, les crues centenales auraient, même donc déjà presque actuellement ou dans un avenir court, le débit des crues centenales aurait monté de 20%. Et sur un avenir un peu plus long, 3 degrés, c'est autour de 2050, en fonction des scénarios d'émission, on pourrait avoir des débits de crues centenales qui pourraient être aggravés à hauteur de plus 30%. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer dans les études, dans des études hydrologiques. C'est un travail que HDI commence à faire, mais c'est par exemple pas une évidence dans tous les scénarios qui sont faits, les PPRI de vos usines, par défaut, n'incluent pas le changement climatique. Et donc il y a une nécessité d'études, de projection pour anticiper ces phénomènes et ces augmentations de débit centenal qui sont déjà une réalité. Je voulais également partager avec vous cette ressource que sont les études d'attribution que réalisent les scientifiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une étude d'attribution? C'est comment le changement climatique affecte déjà les conditions météorologiques extrêmes dans le monde et comment il modifie la probabilité de survenance de ces événements. Donc, les scientifiques se réunissent dans des bureaux, dans des comités, et regardent comment est-ce qu'un phénomène a été rendu plus probable qu'il l'aurait été en 1850 avant le début du changement climatique. On a le site, un des sites de référence sur le sujet du climat et du carbone, Carbon Brief, qui recense 400 études d'impact. Et vous voyez en orange, tous les petits points orange, c'est les études où les scientifiques ont pu conclure que le changement climatique avait déjà impacté le phénomène qu'ils ont étudié. En bleu, des points qui sont beaucoup plus rares, les cas où on a conclu que le changement climatique n'avait pas impacté certains phénomènes. Donc le changement climatique n'impacte pas tous les phénomènes, c'est rarement monofactoriel. Et ensuite, en gris, vous avez un certain nombre de phénomènes où on n'a pas pu conclure. Et c'est aussi relativement rare. On a une autre source d'information qui est le World Weather Attribution, qui recense ces études d'attribution. Et c'est également un comité. Et les récents événements en Allemagne qui ont bien sûr touché ma société, les inondations de juillet 2021, elles ont été rendues entre plus 40 et plus 900% plus probables avec le changement climatique que précédemment. Donc voilà, et ça pourrait être un outil, ces études d'attribution, si vous avez, demain votre assureur devrait le faire, mais si jamais vous avez eu des événements climatiques qui vous ont touché, vous pouvez aller voir votre board et leur expliquer, bah oui, avec cette étude d'attribution, je peux vous expliquer comment le changement climatique nous a déjà impacté via les derniers événements qu'on a pu connaître. Alors,
Donc le tableau est pas très joyeux. Je voulais quand même vous expliquer ce qu'on fait déjà de bien, ce que tout le monde fait déjà de bien, et qu'est-ce qui peut vous servir pour illustrer le fait que vous faites déjà des choses en termes d'amélioration de la résilience climatique. En fait, comme le risque est protéiforme, toutes les actions que vous menez en prévention dans vos entreprises, elles sont déjà des améliorations qui vont forcément dans le bon sens pour la résilience climatique. Quand on fait des études de catastrophes naturelles avec des projections, des cartes, quand on fait de la maintenance préventive pour rendre les équipements plus résilients, ils deviennent aussi plus résilients à des vagues de chaleur, à des humidités plus importantes. Quand on fait de la protection des biens, que ce soit de la protection incendie, de la protection contre le risque inondation, forcément, on fait de la résilience climatique, au changement climatique. Les audits de prévention qui sont réalisés en interne par vos assureurs, ils peuvent aussi servir à faire de la résilience climatique, ou bien entendu les plans de continuité. Donc, si je vous parle actuellement, c'est également à cause de l'étude OCARA. HDI a établi un partenariat en 2019-2020 avec la société Carbone 4 pour établir une méthode d'analyse d'impact physique du changement climatique sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, vous avez le bilan carbone qui a été notamment à l'initiative de Jean-Marc Jancovici, qui permet de mesurer l'impact du changement, l'impact des entreprises et de mesurer, de quantifier les émissions de carbone que l'entreprise émet sur le climat, mais il n'y avait pas de méthodologie pour mesurer de manière formelle comment le climat pouvait impacter l'entreprise, et un métrique pour mesurer ce phénomène, l'impact physique du changement climatique. Et donc, Carbone 4 a eu la très bonne idée de réunir des assureurs, et donc on a répondu présent, Veritas et l'ADEME, et un comité d'experts pendant 1 an, avec des consultants de Carbone 4 qui ont travaillé sur le sujet. Et donc moi j'ai participé à ces travaux, avec de nombreuses réunions, pour essayer d'établir cette méthodologie. C'est une méthode qui est en libre accès, qui est disponible et qui peut être chargée sur le site de Carbone 4 et qu'on peut largement partager également, qui a fait lieu, les livrables, c'est un guide et une table d'analyse. Et donc, comme je vous le dis depuis le début, ce que nous dit cette méthode, c'est qu'il ne faut pas uniquement mesurer l'impact du changement climatique sur les actifs de votre société, mais sur toute sa chaîne de valeur, y compris les actifs naturels dont elle dépend, l'électricité, les employés, les clients finaux. Si jamais vous n'avez plus de clients finaux à cause du changement climatique, vous n'avez plus d'électricité, ou vos employés ne peuvent plus avoir accès à votre site, vous ne fonctionnerez pas plus que si votre site est inondé. Et il faut croiser donc tout ce scope de chaîne de valeur avec évidemment tous les paramètres, sans en oublier, qui seront impactés par le changement climatique. Et donc ensoleillement, température, pluviométrie, hygrométrie. Et enfin, pour conclure, donc je vous avais dit que je vous proposerais un plan d'action qui est finalement, et c'est rassurant, très similaire à ce qu'a proposé Cyril. Donc le premier point sur lequel tous les gens qui travaillent sur le climat sont d'accord, c'est qu'il faut commencer par développer les compétences et fédérer. Le changement climatique, c'est quelque chose qui n'était pas enseigné jusqu'à il y a 5 ou 10 ans dans aucun cycle du supérieur. Aujourd'hui, tous les cycles du supérieur incluent à minima une centaine d'heures de formation sur le sujet. Ça me semble une évidence en tant que citoyen qu'il faut se former à hauteur de quelques dizaines d'heures sur le changement climatique. C'est aussi le devoir, à mon sens, du risk manager de se former sur le sujet, à minima pour être capable de piloter les différents prestataires qui travailleront sur le sujet. Donc les moyens d'action, c'est d'abord pour sensibiliser des exercices comme réaliser la fresque du climat, des formations. Nous, chez HDI, on en proposera à nos clients. Donc on forme nos collaborateurs et on proposera des formations et des journées techniques à nos clients à travers les contacts qu'on a développés, notamment à travers le projet OCARA. Et puis après, il faut aussi, en tant que risk manager, je pense, creuser le sujet en allant lire des rapports détaillés sur vos risques spécifiques et avancer sur le sujet. Une fois qu'on est formé et qu'on a compris le problème, il faut auditer et évaluer. Donc ça peut être fait via des cartes d'analyse, comme ce qui est fait actuellement, en fait, en croisant par exemple les cartes que peuvent vous proposer vos sociétés d'assurance avec vos positions géographiques. Moi, j'ai la conviction, après avoir travaillé sur le projet OCARA, qu'il faut aussi aller sur les sites
pour poser des questions très précises et récolter de la donnée et avec une méthode d'analyse telle que celle d'Okara pour être capable de remonter de la donnée pertinente sur le sujet. Parce que comme ce n'est pas des risques alors c'est des choses qu'on connaît déjà, mais il y a plein de choses qui ne se sont jamais produites avec des nouveaux seuils, des nouveaux paliers. Et ça, on ne peut pas procéder par retour d'expérience en se disant bah, mon collègue a brûlé, donc moi je vais mettre du sprinkler chez moi. Ça fonctionne pour des risques qui progressent lentement. Là, on sera dans des situations inédites, et pour anticiper des situations inédites, il faut des études de détail. Et bien sûr, la big data pourra servir également. Et enfin, établir des partenariats, comme l'a dit Cyril également, avec des bureaux d'hydrologie. Nous, on a commencé à le faire déjà en 2021, à multiplier les études d'hydrologie chez nos clients. On travaille également avec la MRN, la mission des risques naturels, qui est une excellente source d'information. C'est un bureau qui dépend de France Assureur. Et, voilà. Et puis d'établir des partenariats avec des sociétés de consultants pour répondre à des questions précises, puisque la menace est protéiforme et qu'il faudra des compétences précises pour répondre à ce sujet. Merci beaucoup Raphaël, pour cet exposé détaillé sur les impacts physiques du changement climatique. Nous allons maintenant prendre un peu plus de hauteur de vue avec Hélène Auriol-Potier, qui est donc à distance, qui va nous présenter comment les boards appréhendent et adressent le sujet. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là et d'échanger avec vous sur ce sujet qui est fondamental, qui est en fait le risque climatique et les conseils d'administration. Déjà, je regrette de ne pas être avec vous physiquement. J'ai fait une mauvaise chute à ski qui m'empêche en fait de me déplacer. Donc peut-être un mot déjà sur l'IFA. L'IFA est l'association professionnelle des administrateurs français qui sont engagés sur une gouvernance responsable, c'est-à-dire créer une valeur durable, veiller au bien commun. Et nous nous adressons à tout type d'entreprises. Ce sont des entreprises qui vont coter, SPF 120, donc le CAC 40 également, des sociétés familiales, des ETI, des startups, des fondations, des associations à type à but non lucratif. Donc en fait, nous avons aujourd'hui environ 3150 adhérents. Nous avons développé un programme de formation et de certification des administrateurs en lien avec Sciences Po, et ce système fait référence. Excusez-moi, je coupe mon téléphone, je ne sais pas si ça fait. Excusez-moi, c'est lié à mon iPad, et j'espère que ça n'a pas fait un souci sur l'écran. Et donc, également, nous publions des rapports et des notes sur tous les sujets importants pour les administrateurs. Par exemple, sur le climat, nous avons publié un rapport en décembre 2021. Et le but est de s'assurer que les administrateurs sont équipés sur les sujets critiques de leur mission afin de la remplir correctement. Et nous sommes organisés avec un certain nombre de commissions et de clubs en fonction des grands sujets. Et donc, il y a un club qui s'appelle le club ESG, que j'ai le privilège de co-présider. Et le climat est un des sujets évidemment prévalents de cet aspect-là. Donc, pour en venir maintenant donc, à l'aspect conseil d'administration et risque climatique, j'ai dit la première question, c'est de savoir pourquoi en fait il est fondamental que les conseils d'administration se saisissent pleinement du sujet du risque climatique. En fait, aujourd'hui, face à l'urgence, les sociétés doivent trouver des réponses et définir des actions concrètes et fortes. Et ça arrive à un moment où ces entreprises font face à un certain nombre de risques systémiques, on le connaît bien, qui demandent également de l'attention, également des ressources d'un point de vue financier et humain. Pour ces risques, vous les connaissez très très bien, ce sont des risques, le Brexit, la crise sanitaire, la cybersécurité, la transformation digitale, les tensions géopolitiques. Tout ça, donc, ce sont des aspects que la direction générale de conseil d'administration doivent gérer. Donc, il faut trouver dans un univers incertain, avec des intérêts parfois antagonistes, quel est le plan pour le climat qui ne compromet pas le présent, mais qui assure un avenir durable en accord avec les différents accords, dont les accords de Paris. Et ça, étant donné le niveau de transformation que demandent ces plans, il s'agit en fait d'avoir une vision sur le long terme,
quels sont les produits du futur, comment va être l'industrie décarbonée, quelles sont les ressources qu'il nous faut, les partenaires qu'il nous faut, quels sont les actifs matériels qu'il faut mettre en jeu, etc., etc. Donc, c'est le conseil d'administration qui porte, en fait, les vues, les stratégies à long terme, en coordination avec les équipes de direction. Donc, il est fondamental que ces entités-là s'en saisissent. Il s'agit de savoir quel arbitrage faut-il faire, comment faut-il repenser notre stratégie avec les aspects de climat, quel type de partenariat faut-il faire, quel type de publication doit-on donner aux investisseurs à l'extérieur. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, en effet, je suis au siège de Safran. Donc, l'exemple de l'aéronautique est vraiment intéressant. Il faut savoir que 95% des émissions de gaz à effet de serre pour un avion durant toute sa vie vient de la consommation de kérosène. Et c'est aussi, donc, le trafic aérien représente, je pense, 2,1% des émissions de CO2 globalement, globalement au niveau mondial. C'est intéressant de savoir qu'entre le début de l'aviation civile, c'est-à-dire en 1950 et maintenant, la consommation d'énergie par passager au kilomètre a diminué de 80%. Mais en revanche, l'augmentation du trafic a complètement contrebalancé en fait ces progrès. Et donc, il faut se poser la question de quoi faire. Et donc, chez Safran, dont l'activité principale est la construction de moteurs d'avions, le conseil d'administration et la direction générale, nous sommes penchés sur le sujet et nous sommes dit, donc, que faut-il faire? La première chose que l'on a fait, c'est de faire un état des lieux. Ensuite, nous avons défini une trajectoire carbone en accord avec les accords de Paris. Et donc, nous avons décidé d'investissements qui sont donc majeurs, établi des partenariats avec toute la filière. Et donc, afin d'être neutre en carbone en 2050. Et donc, dans ce plan, le plan est concret, il y a une feuille de route vraiment très concrète. 40% de ces efforts vont venir de l'innovation sur les moteurs et aussi sur les aéronefs. Un autre 40% va venir de l'utilisation, de remplacer en fait le kérosène par ce qu'on appelle des SAF, Sustainable Aviation Fuels. Ce sont en fait de type biocarburant qui vont permettre donc de réduire les émissions de 40%. 10% va venir de l'optimisation du trafic et le 10% restant va venir des optimisations opérationnelles, entre autres des déployer l'avion, etc. Donc, nous avons un plan qui est concret, mais sans l'impulsion du conseil d'administration et de la direction générale, jamais on n'aurait pu faire ça. Parce que c'est le cœur de la stratégie. Ce sont des investissements qui sont massifs, les chiffres ne sont pas publics, mais qui sont absolument massifs. Et ça demande, si vous voulez, d'engager toute la filière. Quand vous parlez de SAF, donc de biocarburant, comment ça va être distribué dans les aéroports? Donc, il faut faire donc des accords avec les aéroports. L'avion, quand vous faites un nouveau moteur avec une architecture différente et innovante, le moteur n'aura pas la même, l'avion n'aura pas le même aspect exactement physique, etc., etc. Donc, avec les avionneurs, avec les compagnies aériennes, etc. Donc, il y a tout l'écosystème de la filière qui est engagé. Donc, tout pour vous dire qu'en fait, non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau des compétences humaines, au niveau de la filière complète, c'est une transformation qui est absolument massive. Donc, l'importance du conseil d'administration, c'est, comment dire, c'est même pas une question d'importance, c'est une nécessité absolue. Je voudrais maintenant vous parler d'un point qui est extrêmement important. C'est l'image, c'est la planche suivante, qui est fondamentale, absolument fondamentale, et qui est un point très positif. Ce sont comment dire, il y a une convergence de facteurs faisant pression sur les entreprises pour qu'elles se saisissent, j'allais dire, pleinement du sujet climatique. Et ces pressions sont de différents ordres, ces vecteurs. Le premier, c'est l'urgence des faits. Je ne vais pas revenir dessus. On vient d'en parler, et on en parlait, donc les études du GIEC sont extrêmement décrites de manière très très claire l'ampleur potentielle du réchauffement climatique et les conséquences effrayantes. Et on vient d'en parler également. Mais si vous voulez, il y a une conscience, alors je ne vais pas dire tout le monde, ce n'est pas le cas, mais une conscience maintenant, heureusement, tardivement, mais heureusement qui est forte, sur
la situation effrayante dans laquelle nous sommes. Donc c'est un premier point. Donc les entreprises ne peuvent pas juste les négliger, c'est pas possible. Le deuxième point, qui est un aspect juridique, donc un renforcement des contraintes légales de manière très très forte, particulièrement donc en Europe et particulièrement en France. Il existe désormais une véritable jurisprudence climatique au niveau national et international, et c'est nouveau. On rentre par exemple dans un mécanisme potentiellement de condamnation des États pour non-respect de leurs engagements climatiques. On a fait référence donc un nombre de fois innombrable à la condamnation de Shell par le tribunal de La Haye. C'est une grande première en Europe. C'était au motif qu'en fait, ils n'étaient pas assez impliqués dans leurs engagements, dans les respects de l'accord de Paris. Et donc, ils ont une obligation maintenant, par condamnation, de réduire leurs émissions de chiffres précis en CO2 en 2030. Donc, il y a la loi climat qui a été passée en août 21, qui met l'urgence climatique, j'allais dire, et la réponse, la solution nécessaire au cœur des entreprises. C'est légal maintenant, c'est la loi. Donc, il y a plus de ça serait bien de faire, il faut juste le faire. Et donc, il s'agit de réduire les émissions, comme vous le savez, de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Et en fait, cette loi forme avec la loi gaspillage et la loi biodiversité de 2016 un ensemble qui devient de plus en plus cohérent et un cadre, de plus en plus resserré sur le comportement des acteurs économiques en matière de climat. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le pacte vert européen qui a été donc adopté par la Commission européenne en juin dernier et qui donc contraigne les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 55% à 2030 et la neutralité carbone en 2050, donc par rapport au niveau de 90. Donc ça, c'est une pression donc, juridique, c'est la loi. Il faut donc le faire. Donc, la pression sur les investisseurs et par les investisseurs sur les entreprises. Donc là, c'est plus de l'ordre juridique, c'est de l'ordre financier. L'accès au capital, l'accès au financement, qui est donc fondamental. C'est un peu l'air que respirent les entreprises pour pouvoir investir, et pour pouvoir donc investir et innover. Donc déjà, les investisseurs, en Europe, la pression sur les investisseurs est vraiment directe, car l'Union européenne affirme sa volonté de réorienter les flux financiers vers des activités de croissance à croissance durable. Donc, le règlement européen SFDR, que vous devez donc sûrement connaître, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui exige de la part des acteurs financiers une transparence, une vraie transparence, au-delà de tout ce que l'on connaît de greenwashing, etc. La taxonomie européenne, qui est fondamentale et qui est en devenir, même si déjà donc, il y a un certain nombre de textes qui existent, qui permet d'identifier les activités durables, qui cible 80 activités, et qui va donner un langage commun aux acteurs financiers et aux entreprises. Et donc, il s'agit de, il y a 6 objectifs, dont le climat. Et dès cette année, les entreprises vont devoir, donc dès 2022, les entreprises vont devoir publier la part de leurs activités qui sont durables selon la taxonomie européenne et le pourcentage de leur chiffre d'affaires sur les parties vertes. On ne sait pas, c'est un gros changement, c'est en devenir. On va avoir les premières publications qui vont sortir là, au mois de mars. On apprend en marchant, mais ça y est, c'est lancé. Donc, si vous voulez, ces règlements de taxonomie et de disclosure renforcent les obligations de transparence des acteurs financiers et non financiers. Donc là, c'est un point important. Donc, les investisseurs ont donc cette pression. Et donc, comment les investisseurs mettent la pression, reportent cette pression sur les entreprises. Donc déjà, vous avez peut-être vu que les dernières assemblées générales, donc les assemblées générales, comme vous le savez, ça rassemble les actionnaires, les investisseurs d'une société pour qu'elles votent sur certaines résolutions qui sont de leur ressort. Et donc, dans les années précédentes, on a vu, particulièrement l'année dernière, on a vu, sous l'effet d'investisseurs et d'activistes, une demande de « say on climate ».
Donc le Say on Climate, on connaît le Say on Pay, c'est-à-dire que globalement les plans de climat des sociétés devraient être, selon ces résolutions, approuvés par l'Assemblée générale, alors que c'est la prérogative de l'entreprise. C'était donc quand c'est sorti, c'est une grande première, hein, c'est-à-dire c'est soumettre donc aux actionnaires l'approbation du plan climat. Et donc l'année dernière, ça a été le cas pour Atos, pour un certain nombre de boîtes, comme Atos, comme Vinci, comme Total Energy. Et donc, d'ailleurs, pour la saison des assemblées générales va bientôt commencer, c'est entre, je vais dire, ça commence en mars, avril, mai, juin, quoi, principalement, hein. C'est pas le cas pour certaines entreprises, mais la majorité. Et on voit dès aujourd'hui les agences de conseil en vote, hein, ce qu'on appelle les proxys, hein, ISS, Glass Lewis, Proxinvex, qui aident en fait les actionnaires, qui les conseillent dans leur choix de vote des résolutions de l'Assemblée générale. Et là, elles ont été très très claires. Elles ont dit les entreprises, on va regarder de manière extrêmement rigoureuse comment l'entreprise divulgue les émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3. Donc vous savez peut-être, le scope 1, ce sont les émissions directes de l'entreprise. Le scope 2, c'est les émissions indirectes de l'entreprise liées à la consommation d'énergie. Et le scope 3, ce sont les émissions indirectes de l'entreprise, par exemple par l'utilisation des produits et des services vendus par l'entreprise. Dans le cas de Safran, le scope 3 est colossal, parce qu'en fait, il s'agit des émissions faites par l'utilisation des moteurs par les avions. Donc, les agences de notation ont dit attention, on va regarder ça de près. On va regarder également si l'entreprise s'est engagée à rendre compte sur les actions sur lesquelles elles se sont engagées, quels sont les objectifs qu'elles se sont mis, est-ce que ces objectifs sont en ligne avec les lois et les lois climat et les accords de Paris, etc. Et donc, si vous voulez, cette pression des investisseurs est très importante, c'est-à-dire que certains investisseurs coupent en fait le robinet financier aux entreprises qui ont besoin de ces investissements. Donc, ça compte. Ensuite, j'allais dire, le troisième vecteur de pression, le quatrième, pardon, ce sont la pression croissante des parties prenantes. Les parties prenantes, donc ce sont les employés, les clients, les fournisseurs, la société civile et tous différents types large de l'écosystème de l'entreprise. Et donc, si vous voulez, on voit bien, et dès aujourd'hui, hein, on le voit d'ailleurs avec les jeunes générations de manière très forte, il sera de plus en plus difficile pour une société dont l'activité porte de manière assez importante atteinte au climat, de convaincre, de retenir ses employés, ses clients, ses fournisseurs, etc. Et donc, c'est une manière qui est très... que l'on voit déjà dans les entreprises, que l'on voit déjà, et je le vois d'ailleurs avec mes enfants qui sont des jeunes adultes, hein, et qui commencent dans la vie active, et hors de question d'aller dans une société qui n'a pas un plan, qui n'a pas une image suffisamment, une stratégie durable. Et donc, tous ces vecteurs, qu'ils soient légaux, qu'ils soient réputationnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient d'ordre opérationnel, etc., mettent une pression colossale sur les entreprises, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que, si vous voulez, ce que doivent faire les entreprises, d'un point de vue transformation, d'un point de vue investissement, d'un point de vue partenariat, modification de la filière, etc., est absolument inédit et colossal. Et ça touche toutes les entreprises, enfin quasiment toutes les entreprises, hein. Très peu d'entreprises ne sont pas touchées, mais beaucoup d'entreprises sont touchées au cœur de leur stratégie, comme j'ai expliqué pour Safran. Et donc, si vous voulez, on sait que les grandes transformations, etc., se font dans des périodes de crise. Donc, nous sommes dans une période de crise climatique. Et d'ailleurs, ces pressions qui sont là pour rendre cette crise tangible et incontournable pour les entreprises. Donc, c'est très difficile pour les entreprises, mais c'est une nécessité, c'est un mal, j'allais dire, nécessaire. C'est intéressant aussi, une remarque que j'aimerais faire, c'est que si on regarde le climat tel qu'on voit aujourd'hui, ce sont les entreprises qui vont apporter les réponses. Ce ne sont pas les États. Les États vont légiférer, vont aider, vont parfois subventionner, etc. Mais ce sont les entreprises qui vont trouver les solutions. Mais d'un autre côté, ce n'est pas anormal, parce que la plupart de la pollution viennent d'une manière ou d'une autre
enfin principalement, hein, pas que, mais principalement des entreprises. Alors il y a aussi les comportements, etc. Mais c'est intéressant de noter ça. Donc c'est pour ça que cette notion de pression est absolument fondamentale. Je voudrais, sur la planche suivante, je voudrais juste, à titre d'illustration, vous montrer cet exemple. Vous connaissez peut-être Norges Bank, qui est en fait l'équivalent de la Banque centrale française, donc en Norvège. C'est le plus gros investisseur européen. Et donc, ils ont une ambition et une rigueur au niveau climatique absolument exemplaire. C'est-à-dire que donc ils investissent, leur job de Norges Bank Investment Management, c'est d'investir de l'argent. Et en fait, en 2020, ils ont conduit rien que sur le climat 536 réunions avec les sociétés avec lesquelles soit ils veulent, soit ils ont investi, pour vérifier leur plan, pour vérifier qu'ils ont un plan concret, qu'ils ont des objectifs, qu'ils font le suivi pour savoir où ils en sont par rapport au suivi de ce qu'ils avaient dit précédemment, etc., etc. Et si ce n'est pas le cas, ils coupent les investissements. Donc ils regardent tout, ils regardent la biodiversité, qui est un sujet éminemment complexe, un autre sujet mais éminemment complexe, la déforestation, l'eau, etc., etc. Donc si vous voulez, donc tout ça pour vous dire que le train est en marche. Le train est en marche. Va-t-il suffisamment rapidement? La réponse est non. Hein. Mais le train est en marche. Je voudrais partager aussi avec vous maintenant des constats. Donc, à l'IFA, l'Institut français des administrateurs, on fait donc régulièrement, on fait des rapports, mais on fait aussi des enquêtes. Et d'ailleurs, récemment, Heidrich et Strugel a fait une enquête qu'elle a publiée en décembre 2021. Donc, je reprends leurs chiffres parce qu'ils ont été mis à jour par rapport aux toutes dernières évolutions. Et on a un certain nombre de constats qui sont importants, hein, qui ne sont pas forcément tous nouveaux, mais qui sont importants. Le premier, c'est que ce qu'on constate, c'est que les conseils d'administration ont pris la mesure du risque climatique. 75% des administrateurs interrogés sont conscients des risques climatiques et reconnaissent qu'il est critique pour l'entreprise, pour sa réussite, sa durabilité à terme, sa sustainabilité, qu'elle s'attelle à ce point-là. Donc, si vous voulez, 74 administrateurs, ça veut dire que quasiment tous les conseils d'administration, il y a cette conscience, hein, il y a cette conscience de ce sens de l'urgence. C'est une première étape. Hein. Ensuite, vous avez 63% des administrateurs qui estiment que leur entreprise a une très bonne compréhension des risques. Et donc des risques, il y a tout type de risques. Hein, c'est des risques financiers, des risques de business model, des risques de réputation, des risques des risques physiques, des risques de transition. On en a parlé, vous êtes bien au courant de tout ça. Et également des opportunités du climat. 70% des administrateurs font confiance à leur entreprise pour atteindre leurs objectifs. Donc là, j'ai un petit caveat, c'est que je pense que beaucoup d'entreprises, pas beaucoup, un certain nombre d'entreprises n'ont peut-être pas des objectifs suffisamment ambitieux. Quand je vois l'exemple de Safran, où là j'ai une confiance absolue, hein, les déroulements, la R&D, les sites, etc., toutes les prises d'investissement, etc. Mais quand je vois l'énormité de la tâche que l'on a dû faire, je me dis qu'un certain nombre d'entreprises, tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'aspect, j'allais dire, positif. Mais en face de ça, il y a un certain nombre de choses. Si certaines sociétés ont vraiment pris la mesure du risque climatique et l'ont intégré au cœur de leur stratégie. Non pas pris, non. C'est différent de prendre une action sur le climat. C'est de le mettre au cœur de la stratégie. D'autres entreprises en sont toujours au niveau d'avoir un point, en haut à droite en général, du risque climatique sur leur cartographie des risques. Et ne sont pas encore passées sur des actions concrètes, exécutables. Certains ont des intentions, annoncé des objectifs, etc. Mais à partir du moment où vous avez des objectifs et qu'il n'y a pas de plan avec des investissements, des ressources humaines, etc., en face, des compétences, etc., en face, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plus des armes de communication. Et 10% des administrateurs affirment que les risques climatiques ne sont pas abordés en conseil. Ça ne devrait pas être le cas. Vous voyez, donc, il y a encore, même au niveau des conseils d'administration, il y a eu énormément de progrès faits, parce qu'on aurait fait ces
cette enquête il y a 1 an ou 2 ans, c'était très différent. Mais on n'y est pas encore, et on n'y est pas encore devant. Et 85% des administrateurs pensent que leur conseil d'administration doit augmenter son niveau de connaissance en matière de climat. Alors, évidemment, le conseil d'administration ne doit pas être expert en climat. C'est pas, je veux dire, ne peut pas être expert dans tous les domaines et a accès à des experts du climat au besoin. Mais en revanche, doit comprendre suffisamment ce que ça implique et les risques et les opportunités. Est-ce que ça implique avoir une certaine culture pour pouvoir estimer ou non si les plans, si c'est un peu des plans pas très solides, ou et les challenger et voir si les plans sont solides. Donc c'est vraiment important. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a aussi donc, un autre point dont je vais parler ici, qui est un constat, c'est le cas de reporting extra-financier. Hein. Donc le reporting financier des entreprises, comme vous le savez, c'est extrêmement cadré depuis toujours. On a les normes IFRS, tout le monde est aligné, tout le monde comprend, on parle le même langage, etc. Et c'est bien. En revanche, le reporting extra-financier est très important parce que ça contribue où ça permet en fait l'évaluation, le suivi, la gestion de la performance d'entreprise globalement, pas uniquement financière, mais aussi globale. Donc ESG et donc le climat avec. Et c'est un point important pour le conseil d'administration parce que dans les missions du conseil d'administration, le conseil doit veiller à ce que le marché, les investisseurs, les actionnaires aient accès à des informations pertinentes, équilibrées, didactiques, sur la stratégie d'entreprise et sur sa performance. Hein. Donc, le reporting extra-financier, c'est vraiment important. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Alors, là, j'en montre 7. Il y en a certains qui sont plus utilisés que d'autres, etc. Mais il n'y a pas de standard, en fait, aujourd'hui, hein, qui sont sortis complètement du lot, comme on a dans la partie financière avec IFRS. Et aujourd'hui, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, il y a une compétition entre l'Europe et les pays anglo-saxons, justement pour sortir des standards, des standards unifiés. Et je mentionne que c'est quand même quelque chose d'important parce que l'IFRS, donc qui a une cotation anglo-saxonne, même si a désigné une commission pour justement définir ces standards. Et à la tête de cette commission, c'est un Français, l'ancien donc le PDG de Danone. Mais c'est quand même, l'IFRS, c'est quand même anglo-saxon. Et l'Europe manque quand même de moyens et de capacité de lobbying. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue qui est important. J'espère qu'il va y avoir de la co-construction entre les deux, parce que le monde anglo-saxon, dans la partie ESG, la partie S, donc c'est pas les climats, mais la partie S sociale de l'ESG, est vue très différemment dans le monde anglo-saxon. L'Europe, en revanche, voit ça de manière très importante. Et c'est quand même un des piliers de l'entreprise, aussi de la cohésion sociale. Donc, il ne faudrait pas que cette partie S soit amoindrie. Donc, voilà. Donc, je vais quand même dire ça parce que c'est un point important. Et le dernier constat que je voudrais faire, c'est la différence d'exigence en matière climatique entre les US, l'Europe et l'Asie, pose la question de la compétitivité. Il faut regarder ça, il faut que l'Europe qu'on est consciente, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler avec l'Europe pour leur en parler. À partir du moment où en Europe, et heureusement que nous le faisons, que nous investissons, nous avons des lois et que les entreprises vont investir de manière souvent massive dans l'aspect climat, ça veut dire que ce sont des coûts, hein, à long terme, c'est pour le bien, mais ce sont des coûts à plus court terme, et si les sociétés US et Asie n'ont pas ces coûts, ça peut, dans un monde qui est très global, ça peut poser un problème de compétitivité. Donc là, évidemment, il y a des manières de faire et l'Europe travaille dessus. Donc, ce que j'aurais voulu maintenant, c'est vous parler peut-être de mon expérience et de celle de l'IFA, partir un petit peu des best practices et des recommandations pour les conseils d'administration en ce qui concerne les enjeux climatiques. Tout d'abord, les enjeux climatiques doivent être au cœur de l'élaboration de la stratégie. Ça, c'est important, hein, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord déployer des mesures de gaz, il faut mesurer. Évidemment, ça, identifier les risques et opportunités, ça c'est plutôt en général assez bien fait, je veux dire. Il faut adopter une trajectoire de réduction en ligne avec les accords de Paris. Et quand on adopte cette trajectoire, pour pouvoir voir ce que ça veut dire concrètement.
il faut intégrer le climat dans toutes les décisions clés du Conseil. Innovation, grand choix technologique, investissement, allocation de ressources, etc. Et justement, sur les allocations de ressources, il faut veiller à ce que les allocations de ressources tant humaines que financières vont vers des recherches de solutions. Ça, c'est donc un premier point. Le deuxième, c'est l'organisation du Conseil et l'engagement du dirigeant. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une évidence, il faut mettre à l'agenda du Conseil le climat sous la responsabilité d'un membre du comité du COMEX, sur les enjeux climatiques. Il faut organiser évidemment les travaux du Conseil sur le climat. Il faut former le Conseil. Il faut organiser une gouvernance au sein du Conseil de suivi des aspects climatiques. Alors là-dessus, c'est intéressant parce que vous avez peut-être vu, donc le Conseil est organisé aussi avec un certain nombre de comités de membres du Conseil qui préparent les travaux pour le Conseil. Donc évidemment les comités d'audit que vous connaissez bien, comités de nomination, rémunération, etc. Parfois comités de stratégie. Et on a vu un certain nombre de sociétés qui ont créé des comités RSE. Alors c'est bien, c'est bien. Personnellement, alors ça dépend quand même des cas, hein, mais personnellement, je ne suis pas tellement en faveur de ça parce que pour moi, la RSE, enfin tout ce qui est ESG, etc., climat, les aspects sociaux et de gouvernance, et le climat en particulier, doit être au cœur de la stratégie. Donc soit il y a un comité stratégique qui soit faire partie, soit comme dans un certain nombre pas mal de conseils, la stratégie est l'œuvre de tout le conseil. Le climat doit être juste dans les aspects de stratégie, non pas mis à côté sur quelque chose de spécifique, décorrélé en fait de la stratégie. Alors, je mets aussi la convergence d'intérêts. Ce que je veux dire, la convergence d'intérêts, c'est que dans toute l'entreprise, il doit y avoir un alignement, et dans les parties prenantes, un alignement en fait des travaux et des objectifs par rapport au climat. Ça veut dire déjà qu'il faut qu'on s'assure, que le Conseil s'assure que la Direction générale met bien en place des compétences pour la transformation qui va résulter des actions de climat. Il faut également inciter les entreprises à entrer en coopération avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Hein, je parlais tout à l'heure de Safran. Si jamais on ne travaille pas avec les fournisseurs, les aéroports, les compagnies aériennes, les avionneurs, les Boeing, les Airbus de ce monde, etc., ça ne sera jamais. Parce qu'en fait, ou même, ça va beaucoup plus loin, ça va aussi jusqu'aux fournisseurs potentiels de biocarburants. Hein. Donc voilà. Donc en fait, il faut vraiment que l'entreprise s'assure, et c'est beaucoup de travail, hein, c'est énormément de travail, que les acteurs de la chaîne de valeur, en fait, qui va être un peu redéfinie par le climat, que l'entreprise rentre donc en coopération avec ces différents acteurs. Et évidemment, introduire, si ce n'est pas déjà fait, une rémunération variable de dirigeants, pas que le DG, hein, à une incitation donc à la performance climatique. Donc, le dernier point, c'est communication et publication. Donc, ça, c'est partie aussi des prérogatives du Conseil à veiller à ce que ce soit bien fait. Là, j'allais dire quelque part, le greenwashing, pour moi, il y a toujours, c'est hors sujet. Ça doit faire partie du passé, ça, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les lois, le cadre juridique qui est là, la taxonomie européenne, SFDR, etc., les règlements SFDR, etc., vont empêcher ça. Et on va de plus en plus, et les conseils d'administration doivent être extrêmement vigilants sur, alors les communications financières, on est très vigilants, il n'y a pas de souci, etc. Mais on doit être également très vigilants sur ce qu'on... Et maintenant, on est obligé à partir, donc, comme je le disais, avec la taxonomie européenne, à partir de mars, cette année, sur le coup de la publication, où on publie des choses en ligne avec la taxonomie européenne. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que, en fait, il y a une dynamique qui est lancée, elle est là, elle est partie, hein, rien ne va l'arrêter. Alors, évidemment, est-ce que c'est trop tard? Oui, c'est beaucoup trop tard. On voit le GIEC et tout ce qui a été dit avant, c'est trop tard. Est-ce qu'on va assez rapidement? Non, c'est inégal, mais on ne va pas assez rapidement. Mais en revanche, il y a un aspect qui est très positif, les choses s'accélèrent. Je le vois de manière évidente. Et je dois dire aussi que cette pression qui est absolument colossale, cette situation finalement de crise qui va amener cette transformation, j'ai quand même un aspect de moi qui est optimiste en tout cas sur la gouvernance, je suis des entreprises, et sur la prise en compte de ces enjeux. Mais évidemment, il aurait fallu faire ça, il y a tout le temps. Hein.
Mais bon, à l'époque, je veux dire, le contexte n'était pas... Ça ne sert à rien de regarder de bien derrière. Ce que je veux dire également, c'est que l'Europe a un terreau très favorable pour la prise en compte des enjeux climatiques. Et l'Europe est leader en tant que continent sur ces aspects-là. Hein. On voit aux US maintenant, la SEC américaine est en train de regarder ça, demande aussi également des publications de sociétés, etc. Mais on est leader. Et d'une manière plus générale, j'allais dire que l'Europe, pour le développement du capitalisme responsable, dont le climat fait partie, et qui est le sens de l'histoire, est vraiment, j'allais dire, moteur de ce côté-là. Et je finirai là-dessus sur une note, non pas de tout va bien, mais une certaine note quand même d'optimisme. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Très bien. Bah, merci beaucoup Hélène pour cet exposé très complet. Donc on le voit, hein, le changement climatique touche tous les acteurs, les entreprises bien sûr, mais aussi les territoires, les citoyens, qui vont devoir s'adapter à la transformation profonde qui s'annonce pour aller vers une économie bas carbone. Et pour reprendre les propos, le risque manager dans tout ça, on l'a dit, il doit se former, il doit absolument élever son niveau de compétence sur ces sujets complexes. Pourquoi ? Pour être capable de communiquer sur les enjeux dans tous les sens de ce risque systémique. Il faut qu'il puisse aider à embarquer toute l'entreprise, donc on l'a vu, la direction générale, les COMEX, les administrateurs, mais aussi les collaborateurs, dans les actions concrètes d'adaptation et de résilience qui sont le gage de la pérennité de l'entreprise. Alors il nous reste, on va quand même prendre quelques minutes, je pense, pour quelques questions dans la salle. Alors vous voyez là, on vous a mis, vous les aurez dans la présentation, des liens utiles, y compris justement pour se former. Et puis voilà, si vous voulez poser quelques questions, je pense qu'on peut déborder de quelques minutes si vous voulez bien. Donc en vous présentant et puis peut-être en spécifiant à qui s'adresse votre question, il y a des micros qui vont circuler dans la salle, vraiment n'hésitez pas. Oui, bonjour, Philippe Joly, SATEC. Ma question s'adresse plutôt à Raphaël. Je suis resté un peu sur ma faim sur la méthode OCARA. En fait, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, quel est le but de cette méthode? Quelles sont les conclusions auxquelles on peut aboutir et comment elle peut justement aider l'entreprise dans la manière de gouverner justement ce risque climat? Donc le meilleur moyen de répondre à la question, c'est de lire le guide de 80 pages qui est téléchargeable sur le site de Carbone 4. Mais pour résumer, comme ce n'était pas l'objet de la présentation, je ne m'y suis pas attardé. Mais en fait, vous faites d'abord une analyse de comment le climat impacte toutes vos activités, pour ne pas oublier que finalement, vous êtes aussi sensible à la sécheresse sur vos fournisseurs de rang 3 et à l'inondation sur vos clients de rang 1. Et donc ça vous permet de cartographier et de lister dans un premier temps tous les aspects du changement climatique, si je dois résumer en 2 minutes. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Sur quel horizon temporel? Alors du coup, en fait, il n'y a pas d'horizon temporel. C'est-à-dire qu'au départ, on dit déjà comment est-ce que le climat, à climat constant, à climat actuel, peut impacter vos activités. Et ensuite, on projette. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une sensibilité à tel paramètre climatique sur tel aspect de votre chaîne de valeur? On liste tous ces éléments. Et ensuite, on projette le climat. Mais disons qu'il y a plusieurs étapes pour une analyse d'impact du changement climatique physique sur les entreprises. Et c'est surtout la première étape de cartographie et qui permet la compréhension, qui est détaillée dans la méthode OCARA. Il y a une priorisation également? Excuse-moi? Il y a une priorisation en fait. Et la priorisation, après, oui, c'est ça. Et en fait, ça vous permet de vous regarder. On refait une analyse de risque globale, si je dois rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est refaire une analyse globale au sens du risk management de l'assureur, en regardant quel process contrôle quelle partie de votre production. Donc ça, on doit remplir tous ces paramètres-là pour réaliser cette analyse. On identifie les sites critiques, les processus critiques, et ensuite, on regarde est-ce qu'ils sont sensibles aux paramètres climatiques. Alors une autre question, je crois. Oui, là. Oui, bonjour, Hervé Marzal, WTW en France.
Concernant l'évolution effectivement du risque, est-ce que l'analyse climatique est déjà prise en compte au niveau de la souscription? Est-ce qu'on parlait des PPRI tout à l'heure? Est-ce que parce qu'on sait qu'ils ne prennent pas en compte l'évolution future. Est-ce que les souscripteurs sont déjà sensibles à ça? Est-ce qu'ils prennent déjà en compte le risque futur dans l'analyse finalement du risque? Non. Voilà. Non, en fait, bien sûr, il y a des choses qui sont prises en compte. Les souscripteurs, c'est des citoyens, mais j'ai discuté avec beaucoup du coup, nos collaborateurs, nos concurrents, mais il y a une nécessité de formation, clairement, pour comprendre, une nécessité de création de méthodologie auprès des ingénieurs pour qu'ils identifient le risque, auprès des souscripteurs pour qu'ils identifient aussi le risque et qu'ils soient capables de comprendre qu'est-ce qui sera impacté ou qu'est-ce qui ne sera pas. Non, il y a un travail colossal à faire sur ce sujet-là. Et après, forcément, c'est pris en compte. Aujourd'hui, on sait que les inondations sont plus fréquentes. Enfin, il y a des basiques qui sont pris en compte et plein de choses encore à faire. Voilà. Il y a une dernière question, je crois, là. Sergio Mazzolini, Saint-Gobain. Question, encore pour Raphaël, désolé. Quand on regarde les risques pour les catastrophes naturelles, jusqu'à aujourd'hui, on regarde plutôt les maps historiques. Est-ce que ces changements-là nous obligent déjà à garder aussi un peu avec des systèmes prédictifs? On va mélanger les deux. Quel type de fiabilité on peut avoir dans ces démarches prédictives, par exemple? Il y a un certain nombre de cartes qui incluent un peu de changement climatique actuel. Il n'y a pas de carte d'assureur, à ma connaissance, ou du monde de l'assurance, qui vous permet de vous projeter dans 20 ans. Et du coup, ça, c'est des. Après, il y a tous les travaux du GIEC qu'on peut prendre de manière brute. Et les assureurs travaillent, nous, on travaille sur le sujet également, essayer de projeter autant qu'on peut. Mais il y a également un travail colossal à faire sur le sujet. Voilà. Et par exemple, ce que je disais, les cartes d'inondation, aujourd'hui, les hydrologues ne se sont pas mis d'accord, à ma connaissance, pour savoir quelle quantité de changement climatique ils devaient intégrer dans leurs projections. Sachant que c'est multifactoriel, en fait, il n'y a pas que le changement climatique qui peut impacter les études hydrologiques. Mais voilà. Merci Raphaël. Je voudrais qu'on applaudisse nos trois intervenants qui sont beaucoup investis pour préparer. Merci à vous. Et merci aussi à vous qui êtes venus nous écouter. Une dernière petite chose, vous savez que maintenant, c'est par une application qu'on peut faire une évaluation des ateliers. Donc, ça nous aiderait si vous pouviez y répondre. Et puis, nous vous souhaitons une excellente poursuite de ces rencontres. Merci, bonne journée.